Bienvenue sur le podcast Panoramique. Ici, des voix connues ou inconnues racontent leur histoire, leur expertise pour voir plus large. Juillet 2019, Paris, grève à l'hôtel Ibis Batignolles. 35 femmes de chambre entrent en lutte. La grève durera 22 mois. À l'origine de ce combat, un être humain, une femme, qui aujourd'hui, en plus d'être un symbole, fait partie des figures emblématiques politiques. Retrouvons Rachel Keke pour Panoramique. Bienvenue Rachel, comment allez-vous ? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être là. Pour moi, c'est vraiment très important parce que c'est mon premier épisode chez Panoramique et je suis vraiment contente de le faire avec vous. Je suis très honorée de votre présence. J'ai envie de savoir beaucoup plus de choses sur vous, c'est-à-dire avant tous les événements, que ce soit politique ou aussi la grève. Qui êtes-vous ? L'être humain, la personne, la femme Rachel Keke, qui est-elle ? Comment vous pourriez déjà vous présenter, vous décrire ? Déjà, merci pour l'invitation. Rachel Keke, j'aime présenter Rachel Keke comme une femme de chambre qui a mené une lutte pendant 22 mois et en dessous de cette lutte qui a reçu une belle victoire. Et comme je peux dire, une guerrière, une femme qui ne lâche rien, une femme respectueuse qui recule devant rien du tout et qui n'aime pas l'injustice aussi. Et donc, qui se bat pour pouvoir avoir toute cette victoire autour d'elle. Et une femme qui représente beaucoup des mamans qui sont des femmes de ménage et qui n'arrivent pas à aller chercher leurs droits. Mais en fait, Rachel Keke est là pour dire à ces mamans, pour dire tout est possible. Voilà, il ne faut pas rester dans un métier où tu es méprisé, où tu es exploité. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter parce qu'on est dans un pays où il y a des droits. Et si les droits, on ne respecte pas les droits, mais on va avec la lutte et on peut gagner. Donc vraiment une femme déterminée. Et d'ailleurs, d'où vous viennent ces valeurs-là ? On va retourner à l'enfance. Où êtes-vous née ? Moi, je suis née en Côte d'Ivoire. D'accord. Je suis d'origine ivoirienne. Je suis née dans une ville qu'on appelle Abobo. À Bobo, c'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi. Et c'est de là où je suis venue en France en 2000. 2000, d'accord. Et quelle était votre enfance ? Quelles sont les valeurs qu'on vous a inculquées ? D'où vous vient en fait cette détermination ? Comment ça s'est passé pour vous ? Qu'est-ce que vous retenez ? Moi, je pense que j'ai eu une enfance très, très difficile parce que j'ai perdu ma mère quand j'avais l'âge de 12 ans. Ah oui. Voilà, donc ça a permis que je m'occupais de mes frères et sœurs parce que nous sommes 6. 3 filles, 3 garçons et l'aîné qui est décédé, donc nous sommes restés 5. Mais mon père, avant nous les 6, a eu d'autres enfants. D'accord. Donc au total, on était 11, mais il y a 2 qui sont décédés. Donc voilà, donc à l'âge où j'ai perdu ma mère, c'est moi qui m'occupais de mes frères et sœurs. D'accord. Donc ça faisait qu'arrivé un moment, je disais à mon père, non, la charge était trop. C'est-à-dire en classe de CM2 à 12 ans, il faut aller faire les courses, après il faut faire manger, il faut s'occuper de ses frères, il faut faire la vaisselle. Vous savez comment ça se passe en Afrique, la femme qui est là, qui fait tout. Ouais. Donc après, j'ai dit à mon père, moi, je ne veux plus continuer les études et que je vais me mettre à disposition pour pouvoir m'occuper de mes frères, pour que mon père puisse avoir, je peux dire, une femme. D'accord. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai arrêté les études. Et puis, j'ai commencé à m'occuper de mes frères et sœurs. D'accord. Donc, à l'âge de 12 ans, votre mère part et vous décidez donc de continuer les études. C'était trop compliqué. Vous avez arrêté l'école pour vraiment prendre soin de votre famille. Et c'est ça. Si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça. Et du coup, à quel moment vous vous dites que là, il faut que vous preniez votre indépendance, que vous commenciez aussi à prendre soin de vous ? À l'âge où je peux dire à l'âge de 16 ans, quand ma tante est venue, parce qu'avant que mon père ne se marie, il y a sa petite soeur qui est venue habiter avec nous. D'accord. Donc, à cet âge-là, moi, j'ai commencé à faire de la coiffure. Parce que je tressais, on était dans une cour commune, une grande cour comme ça, à l'époque on appelait le bateau, parce que ça ressemblait vraiment à un bateau. Donc voilà, devant cette cour, je faisais des tresses à chaque fois parce que ma tante était là. Donc les activités étaient un peu moins allégées, mais je commençais à tresser. Et dès l'âge où j'ai eu, à 18 ans, j'ai eu mon premier fils. Et bon, j'ai été un peu quand même, avec ma tante, j'étais un peu libre légèrement, mais pas totalement. Donc j'ai eu mon fils et puis après... Ainsi de suite, j'ai commencé à aller chez mes tantes, tout ça. D'accord. Et à ce moment-là, est-ce que vous imaginiez devenir la femme que vous êtes aujourd'hui ? Mais pas du tout. Pas du vous tout. pensiez que vous alliez être comment ? C'est-à-dire même dans mes rêves. Même dans mes rêves, je n'allais jamais penser à ce que je suis aujourd'hui. Mais je sais que, comme je disais dans mon livre, ma mère, elle est bêtée. Voilà. Et
les Bétés, c'est un peuple qui dit les quatre vérités. Ce n'est pas un peuple qui tourne autour du pot. C'est-à-dire quand quelque chose ne va pas, quand c'est rouge, c'est rouge. Et ça, j'incarne ça en moi. Et c'est-à-dire cette force, j'avais ça en moi d'abord, avant de rentrer ici, de venir en France, pardon. Donc, pour dire que ça, on me disait, Madame, qu'est-ce qu'un jour vous allez être députée? J'allais dire, non, pas du tout. Est-ce qu'un jour vous allez rentrer en politique? Non, franchement, même dans mes rêves, même dans mes rêves, même, je ne pensais pas à ça. Et pourquoi ça n'aurait pas été possible? Mais parce que on n'a pas grandi dans la politique, on nous a pas élevés voilà, notre père, moi, mon père, il était chauffeur de bus. Bon, je reformule, hein. Mon père, il était conducteur de bus. Et mon père, c'était pas quelqu'un qui faisait de la politique. Voilà, pour dire qu'à la maison, quand on mange ou bien quand on discute entre parents, on parle de la politique. Non, c'est vrai qu'il y a des familles qui grandissent comme ça parce que les parents ont commencé tôt la politique, mais nous, nos parents, c'était pas ça. Voilà, donc pour dire qu'aujourd'hui, Rachel va parler de la politique, mais j'allais dire non. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que je ne m'intéressais pas. Quand même, j'étais dans un pays où il y avait des problèmes aussi politiquement. On s'intéressait, comme ça, on parlait entre nous, bref, entre amis, frères, mais sans aller plus loin, quoi. D'accord, c'est super intéressant. Et donc, à partir de quel âge vous décidez de venir en France? Je suis arrivée en France quand j'avais 26 ans, parce que je suis arrivée ici en 2000. Et quand j'avais 26 ans, je suis arrivée. Et déjà, avant de venir, il y a ma tante, je disais à ma tante que bon, je vais en Europe et tout, parce que c'est mon oncle qui m'a fait venir pour les tresses, pour faire de la coiffure. Et ma tante me disait, va en France parce que ton grand-père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc là où tu vas, c'est ton pays, c'est chez toi, tu pars chez toi. Et moi, quand mes tantes me disaient ça, mais moi, en réalité, je me disais, je vais dans un pays où c'est chez moi, où peut-être où tout est rouge, où le tapis m'est déroulé, mais je rentre et je trouve... c'est pas ce qui s'est passé, hein. C'est pas ce qui s'est passé. C'était tout le contraire, franchement. Mais c'est super intéressant. Donc, du coup, il y a un membre de votre famille qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Votre grand-père, c'est ça. Et du coup, quelle image vous aviez de la guerre, de votre grand-père aussi? Est-ce que pour vous, c'était une fierté de savoir que vous avez un grand-père qui s'est du coup battu pour la France? Est-ce que pour vous, c'était quelque chose que voilà, vous aviez fierté à en parler? Quand vous êtes arrivé en France, comme vous le dites, vous pensiez que voilà, le tapis allait être déroulé. Donc, quelle vision vous aviez déjà sur la guerre et sur le fait qu'il y a un membre de votre famille qui ait pu vivre cette partie-là de l'histoire? Déjà, pour la guerre que mon grand-père a fait en France, c'est mes tantes qui parlaient de ça beaucoup. Et mon père aussi, parce que nous, on était encore tout petits. Mais les parents essayaient de parler de ça. Et ce qui m'a choqué un peu, c'est que ma tante disait, mais en fait, on ne les a pas reconnus. Ils ne lui ont rien donné. Ils n'ont rien donné. Ils n'ont pas reconnu la lutte qu'ils ont fait, la guerre qu'ils ont fait. Ils sont rentrés comme ça. Ils n'ont pas été reconnaissants avec ça. Pourtant, on venait les chercher de force. Ce n'est pas que par plaisir ou bien ce n'est pas que pour dire non, moi je vais combattre. Non, on partait les chercher dans le fond du village à Divo pour les amener faire la guerre. Donc, moi, j'ai trouvé ça quand même malhonnête de ne pas reconnaître quand même la guerre qu'ils ont faite en France. Donc, ce que j'avais demandé avant de venir, j'avais demandé des documents à mon oncle de me donner des documents. Comme ça, quand je viens au compte, je vais essayer de réclamer ce qui appartenait à mon grand-père. Oui, le dû, finalement. Donc, on me donne tout. On me donne le numéro du 43e du lieu où il a été. C'est-à-dire, il a été à Pau, après, il a été à Bordeaux. Et je viens après, quand je suis régularisée, je vais voir, j'étais à Villeneuve-Saint-Georges. Je prends rendez-vous avec l'association des anciens combattants, où je donne toutes les informations de la guerre qu'a faite mon grand-père à Bordeaux, à Pau et tout. Et le monsieur que j'ai eu, il écrit à Pau, et pas de réponse. Pas de réponse. Donc, peut-être que le monsieur me dit, peut-être que ça fait longtemps, le temps de fouiller, de chercher, tout ça. Donc, bon, j'ai laissé ça comme ça. Mais c'est une fierté aussi, hein. C'est une fierté aussi pour dire, oui, mon grand-père a combattu pour la France. C'est une fierté, il faut le dire. Et je le dis même haut et fort, même si souvent sur les plateaux télé, je le dis que mon grand-père a combattu pour la France. Donc, ceux qui savent pas, qui font le tour du racisme, aujourd'hui, s'ils sont là, c'est grâce à votre grand-père. C'est grâce à mon grand-père. Donc, le racisme n'a pas sa place dans ma vie, quoi, en fait. Et c'est très important aussi parce qu'on est beaucoup à juste penser qu'une personne qui, du coup, n'est pas née en France, elle va arriver ici et elle démarre sa vie, alors qu'au final, avant même que vous arriviez ici à 26 ans, vous aviez déjà un lien avec la France et votre grand-père s'est battu pour ce territoire. Donc, en fait, vous êtes totalement légitime
à très être légitime ici même. et même en politique. Bah oui, très, très légitime. Bah oui. Et quand vous arrivez donc en France, vous êtes donc dans un salon de coiffure. Racontez-moi en fait votre arrivée, comment vous êtes passé de la coiffure à femme de chambre. Mais j'arrive en France, je vais chez mon oncle. Et comme je n'avais pas le papier, sa femme avait un salon de coiffure à Châteauroux. Donc, ce que moi, je faisais, je tressais à domicile. Ou bien je me déplaçais pour aller chez des gens pour aller tresser. Jusqu'à ce que je tombe enceinte de mon fils et que je quitte chez mon grand-père pour aller chez une amie dans le 18e arrondissement. Et c'est de là qu'après, j'ai arrêté la coiffure avec mon oncle, puisque je n'étais plus chez eux. Mais je continuais de faire les tresses chez des amis, chez des gens qui me demandaient, je continuais. Et après, quand j'ai été régularisée, j'ai essayé, mon premier boulot que j'ai fait, c'était caissière. D'accord. Alors, j'étais caissière, mais caissière, je voyais que c'était trop passé. Souvent, il faut aller à 6 heures, souvent, il faut aller à 9 heures, ça dépendait, je finissais tard. Donc, je me suis dit, bon, avec mon fils en main, je ne pouvais pas faire ce métier-là. Après, j'ai changé encore. J'ai fait garde d'enfant. Garde d'enfant, pareil, les mêmes heures, ça ne m'arrangeait pas. Après, garde d'enfant, j'ai fait personne aide à domicile, où je m'occupais d'une personne âgée qu'on appelle Elisabeth, comme j'ai dit, qui m'aimait très bien. Mais je ne sais même pas, peut-être qu'elle est décédée maintenant, je ne sais pas. Donc, après ça, c'est comme ça que je tombe sur une amie qu'on appelle Misata, qui travaillait à l'hôtel. Okay. Et moi, comme je n'avais jamais travaillé à l'hôtel, elle me disait, elle m'appelait pour me dire, Rachel, est-ce que tu as envie de faire femme de chambre? Moi, j'ai dit, femme de chambre, c'est comment on travaille, comment ça se passe? Mais non, tu vas faire les lits, tu nettoies les toilettes, tout ça. OK, j'ai dit, bah, les heures, c'est à quel moment, à quelle heure je commence et à quelle heure je finis. Parce qu'il fallait que je trouve maintenant des heures pour pouvoir déposer l'enfant à la crèche et puis aller travailler et puis revenir le récupérer. Donc, c'est comme ça, il m'a dit, ça dépend. Tu peux commencer à 9 heures et tu finis à 17 heures ou 18 heures. Et moi, je vois que l'école, on fermait souvent à 19 heures. Donc, moi, ça m'arrangeait et c'est comme ça que j'ai accepté le métier de femme de chambre. D'accord. Donc, il y a eu plein d'étapes quand même. Il y a eu plein d'étapes. Donc, après la coiffure, caissière. Non, avant, vous avez gardé des enfants. Non, coiffure caissière, garde d'enfants. Et après, femme de chambre. Auxiliaire de vue et Auxiliaire après de femme vie. de chambre. Ah oui, mais il y a eu plein d'étapes et c'est intéressant parce que du coup, vous avez aussi l'opportunité de connaître toutes ces vies-là. Vous connaissez la vie des caissières d'aujourd'hui, vous connaissez la vie des auxiliaires de vie. Donc, vous êtes en capacité aussi de comprendre les personnes en fait qui vont vous parler de leur travail, de la difficulté au quotidien d'être dans ces métiers-là. Oui, je comprends. C'est pour ça que d'ailleurs, quand j'ai été candidat pour les législatives, mais ces personnes étaient tellement contentes pour dire enfin quelqu'un qui nous ressemble à l'Assemblée nationale. Parce que je connais la vie de ces personnes. Ce sont des invisibles. Voilà, nous sommes des invisibles. On n'est pas visibles. Pourtant, c'est nous qui tenons ce pays. Se lever tôt le matin, quand tu prends le premier métro, mais tu vois que ces femmes, tu vois que ces hommes qui se lèvent tôt, qui vont nettoyer, qui travaillent, qui sont invisibles. Et ça, c'est pas normal. Donc, moi, ma candidature à l'Assemblée nationale, mais c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit parce que les gens se reconnaissaient en moi. Ils disaient que, mais enfin, et c'est ce que je disais, je suis la voix des sans-voix. Voilà, je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix des sans-voix. C'est une très belle phrase. Et il faut savoir que moi, j'ai une marque de produits capillaires. Et en fait, ça me touche vraiment aussi la partie, du coup, concernant la coiffure, château d'eau, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes qui sont donc en situation d'irrégularité. Et aussi, même d'un point de vue de la coiffure, les personnes qui sont là-bas, parfois, sont plus ou moins bien accueillies. Il y a des personnes qui disent « veut mieux les former » parce que c'est primordial. C'est super important d'avoir un lieu comme ça pour que des personnes qui sont dans cette situation-là puissent quand même avoir un travail, avoir de l'argent, pouvoir vivre. Et en même temps, il y a aussi la manière dont elles sont traitées. Est-ce que vous avez été bien traitée quand vous avez commencé la coiffure à cet endroit-là ? Bon, moi, à Château-Rouge, comme je disais tout à l'heure, je ne partais pas là-bas comme ça parce que moi, je faisais plus à domicile. Mais je croisais aussi d'autres coiffeuses à Château-Rouge qui disaient, par exemple, elles doivent fermer leur salon de coiffure à partir de 19 h. Et pourtant, souvent, c'est là où il y a plus de clients. Et elles sont obligées de fermer. Donc, ça fait qu'elles n'ont pas assez de sous. Et puis, c'est des personnes qui travaillent normalement, il faut les régulariser. Il faut les régulariser parce que beaucoup de ces femmes ou même de ces hommes ne sont pas régularisés. Pourtant, ils participent beaucoup dans l'économie. Vous allez faire une tresse, on va dire, la rasta ou bien des losses, mais ça fait, tu peux même payer 110 € ou 150 €. Et cet argent, ça rentre où? Mais ça participe dans l'économie de ce pays. Bien Donc, sûr. Moi, je pense que ces coiffeuses et ces coiffeurs, mais un d'abord doit être visible parce qu'ils font un travail merveilleux, te rendre belle.
Qui va me dire que tu ne vas pas dans un salon de coiffure pour se rendre belle? Voilà, même si tu as des tissages, tu vas, on te pose bien, mais quand tu sors de là, voilà, c'est magnifique. Donc, ce métier-là doit être visible déjà, et puis il faut régulariser les gens. Et puis, s'il y a une école pour les amener, pour les former, pourquoi pas? On peut aussi les former. Déjà, ils connaissent déjà le métier, mais les former, ça fait un plus. Ça fait un plus, et puis fermer quand même le salon de coiffure à partir de 19h, Oui, je pense que c'est quand même dommage. Oui, oui, c'est même un sujet politique. Et pour en revenir du coup au sujet donc, des femmes de chambre, donc vous êtes arrivée là-bas, comment ça se passe au début? Donc là, vous arrivez là-bas, vous commencez donc à faire les ménages, vous avez le bon emploi du temps pour pouvoir vous occuper de votre enfant et votre vie professionnelle. Comment ça s'organise pour vous? Comment vous voyez votre vie à ce moment-là? Déjà, j'arrive là-bas, je croise Misata qui m'a menée et la responsable, la gouvernante générale. Donc, j'arrive, elle me dit, bon, comme c'est la première fois, je vais te confier, tu vas travailler avec une collègue comme ça, parce que je ne connais pas. Il faut faire 3 jours de formation pour apprendre le métier. Donc, après les 3 jours, je vois le boulot tellement difficile. C'est-à-dire, le premier jour, quand je travaille, je rentre chez moi, j'ai le corps partout qui me fait mal. Vous savez, pour la première fois, quand tu vas au sport, après, tu as des courbatures partout. J'ai dit, mais est-ce que je pourrais continuer? Est-ce que je pourrais continuer? J'appelle ma copine, je dis, mais le métier, là, c'est très dur. Est-ce que je pourrais continuer? Mais quand je pense aussi que les heures m'arrangent par rapport à mon enfant, j'ai dit, bon, je vais prendre ce courage-là et puis je vais continuer à faire ce métier-là. Donc, c'est ce courage-là que j'ai pris, j'ai continué et j'ai fait 1 mois. Après, quand j'ai fait 1 mois, on m'a donné un CDI. Ah, un CDI. Super. OK, au bout d'1 mois. Voilà, au bout d'1 mois, on m'a donné un CDI. Et après, je pense que la société, à l'époque, c'était Synestes qui avait perdu l'hôtel. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'hôtel Ibis Les Batignolles. Et arrivé à l'hôtel Ibis Les Batignolles, je vois le nombre de chambres qu'on nous donne, 28 chambres, 25 chambres. À la journée? À la journée. À la fin du mois, je regarde mon premier salaire, 400 €. 400 €. Je vais voir la gouverneure. Je dis, mais je ne sais pas pourquoi j'ai 400 €. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, mais je vais voir le patron pour vous faire le rappel le mois prochain, tout ça. Et je reste comme ça avec 400 €. Après, ça remonte un peu, 500 €. Mais un jour, je suis là et il y a des syndicats qui arrivent à l'hôtel. Et à l'époque, c'était la CFDT. Et quand la CFDT arrive, la CFDT dit, demande à parler à toutes les femmes qui travaillent avec les hommes. Et c'est comme ça qu'on vient à la réunion et qui nous disent, vous savez, nous sommes les syndicats, si vous adhérez à notre syndicat, mais on va vous défendre. Et si vous êtes mal payé, si vous êtes exploité, nous sommes là pour vous protéger. Et moi, tout de suite, j'ai demandé au monsieur, mais pour se syndiquer, comment on fait, en fait? Et non, tous les mois, c'est-à-dire, on regarde ta paye, tous les mois, ils prennent 10% de ta paye. Et moi, ça m'a intéressé, en fait. Donc, comme ce n'était pas grande chose, je dis OK. Donc, j'ai accepté et c'est comme ça, c'est parti. C'est comme ça, c'est parti. Mais avant de me syndiquer, j'étais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais quelqu'un, je ne me laissais pas faire. C'est-à-dire, quand il y a des trucs qui n'allaient pas, tout de suite, je disais non. Ou bien quand j'ai mes collègues qui traversaient de l'injustice, tout de suite, je répliquais pour dire non, je les protégeais, en fait. Et après, la CFDT est venue, la CGT propriété. Après la CGT propriété, on est quitté à la CFDT, on est reparti à la CGT propriété. Et la première grève qu'on avait faite, c'était... on demandait le 13e mois. Et ça, c'était maintenant la société Elior Service. Mais attendez, à ce moment-là, votre salaire, il avait augmenté ou pas? Ça va augmenter de 700-800 €. Donc 700-800 € pour tous les jours faire 28 chambres. Ah bah ça même, c'est rien. Parce que souvent même, avec STN, souvent même, on faisait 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres. Et si tu as trop, tu as 1000, 1050, hein, pas plus. C'est tout? Bah oui. Mais on ne peut pas vivre avec ça. Bah, c'est comme ça, c'est ça qu'on appelle l'exploitation. C'est ce qui nous a fait qu'on est parti en grève, pour dénoncer ça. Bah oui, c'est ce qui se passe. Et c'est une réalité. Et imaginez-vous un peu dans d'autres hôtels où il y a la sous-traitance, où ces femmes travaillent avec plein de nombres de chambres comme ça. Et à la fin du mois, souvent, ils sont payés à 700 €, 800 €. 700 €. Bah oui, il y en a. Oui, c'est une réalité, il y en a. C'est pour ça que nous, cette grève-là, c'est cette grève-là même qui a permis, puisque ça a duré 22 mois, et qu'après cette victoire, ça a été tellement historique, ça a été tellement médiatisé, et c'est comme ça que les gens ont su réellement les problèmes qui se passent au sein de l'hôtel. Comme j'ai dit, on peut voir Nouveau-Hôtel, on peut voir, comment je peux appeler ça, Mercure, mais à l'intérieur, si c'est la sous-traitance, il y a une souffrance.
il y a une souffrance, il y a des viols à l'intérieur parce qu'on a une ancienne collègue qui a été violée par l'ancien directeur de l'hôtel Ibis. Il y a de l'exploitation, on n'a pas le temps de manger, on n'a même pas le temps pour nous-mêmes. Elles ont porté plainte? Oui, elle a porté plainte. Là, il y a eu le procès où elle a gagné son procès. Bravo. Voilà. Mais ça a été après, on va dire après 7 ans d'attente. Donc, imaginez-vous un peu comme elle ne dort pas. Psychologiquement, voilà. C'est compliqué. Et nous, quand on s'est mis en grève, quand on a dénoncé, ce que j'ai trouvé bizarre, les gens disaient, mais pourquoi c'est maintenant que vous dites ça? Parce que ça s'est passé en 2017. Mais c'est ça. Et maintenant, c'est en 2019, on s'est mis en grève. Mais pourquoi vous dénoncez ça? Mais attends, quand il y a... Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se dresse. C'est juste qu'il n'y a pas encore eu la personne suffisamment courageuse pour prendre les choses en main et le faire. Parce que même 400 €, 500 € déjà, quand vous avez commencé, moi, je ne comprends pas. Enfin, dès le départ, pour moi, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et, mais justement, donc, vous m'expliquiez, donc il y a eu la CGT. À quel moment vous avez le déclic que là, il faut commencer à faire quelque chose? Et comment vous faites pour rassembler les femmes autour de vous, du projet? Déjà à l'hôtel Ibis Les Batignolles, nous les femmes, comme je disais, on est tout le temps syndiquées. Même quel que soit le syndicat qui vient, on se syndique. Donc, quand on allait se syndiquer à la CGT Propriété, qu'on voyait que la CGT Propriété n'était pas claire avec nous et que la CGT Propriété était aux côtés du patronat, et il y a eu 13 femmes qui sont tombées malades. D'autres avaient la tendinite, canal carpien, mal au dos. Donc, on a essayé de voir la CGT Propriété pour leur dire, il y a 13 femmes qui sont convoquées pour les placer dans d'autres hôtels, peut-être sont malades. Normalement, on devait changer les conditions de travail pour ces femmes-là. Donc, c'est-à-dire l'employeur a vu que non, mais les 13 femmes ne me rapportent plus rien là, puisqu'elles sont malades, elles ne peuvent plus faire les 50 chambres, 30 chambres, 40 chambres. Donc, il faut les muter dans d'autres hôtels. Et là, nous, on s'est dit, si ces 13 femmes partent, puisque c'est un métier qui rend malade, mais ça a acquis le tout. Bah oui. Donc, comment on doit faire maintenant pour sensibiliser aussi ces femmes pour venir? Parce que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'elles sont syndiquées. Tu es syndiquée, oui, mais pour aller faire la grève, ça, c'est une autre chose. Ce n'est pas pareil. Donc, il y avait Sylvie, Traoré Boubaké et moi. Mais quand on arrivait tous les matins, on rentrait dans la chambre de chaque femme derrière pour essayer de convaincre. Et Sylvie a dit, dans ce cas, il faut qu'on change de syndicat. Et c'est un employeur d'Ibis Les Batignolles qui nous a parlé de M. Lévy, c'est-à-dire de la CGT Propriété, et non, la CGT HPE, pardon. Okay. Parce qu'on était la CGT Propriété qui ne faisait rien. Et donc, on est allé se syndiquer avec la CGT HPE. C'est un syndicat qui s'occupe que des salariés de l'hôtellerie, mais qui peut s'occuper aussi des salariés de la sous-traitance. Donc, quand nous sommes allés voir Claude Lévy, il nous a demandé, il faut qu'on se syndique. Parce que pour aller en grève, parce que nous, on disait que M. Lévy, on a envie d'aller en grève. Parce qu'il y a 13 femmes de chambre qui doivent partir. Donc, si ces femmes-là partent, nous, on ne sait pas. Peut-être qu'après, ça sera nous notre tour. Donc, vraiment, on a envie d'aller en grève s'ils peuvent nous accompagner. Donc, quand il a demandé, il faut qu'on se syndique. Mais maintenant, pour aller voir les femmes, pour quitter à la CGT Propriété, pour repartir à la CGT. Mais là, c'est déjà une campagne politique, finalement, parce qu'il faut aller, en fait, réussir à aller voir chaque personne, les réunir, les convaincre, créer une petite organisation. Enfin, c'est déjà quelque chose, en fait. Donc, il y avait déjà ça en vous, finalement. Oui, à l'hôtel, j'avais pris à l'hôtel, ça avait déjà pris commencé, le lead. Oui. Donc, oui, c'est même là pour la campagne, pour convaincre les gens. Mon Dieu, c'est trop compliqué. Non, c'est pas compliqué, vous avez déjà fait. Vous avez déjà fait ça, oui, c'est rien maintenant. Oui, mais les gens sont durs quand même. Hein. Pour eux-mêmes, pour changer même leur propre situation. Oui, mon Dieu, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. En fait, c'est pour changer sa propre situation. Des fois, on est dans une situation très compliquée, mais on a réussi à vivre avec, à s'habituer. Et c'est comme si, en fait, on est dans un confort, dans cet inconfort. Et en fait, décider, avoir le déclic de se dire non, là, maintenant, il va falloir faire changer les choses. Forcément, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est là que c'est compliqué. Voilà, c'est là c'est compliqué. Mais on a réussi quand même. Oui, on a réussi quand même. Parce que quand on arrivait matin, on prenait nos rapports. On ne savait pas que... Voilà, on savait pas que les gens, la gouvernante générale ne savait pas qu'on partait derrière les femmes. Même l'hôtel, on partait. Jusqu'à ce qu'on ait quand même la majorité. On est ces 34 femmes de chambres qui ont accepté de dire, bon, finalement, on va aller se syndiquer chez la CGT HPE et puis aller en grève. Donc, on est allé, tout de suite, on a pris, elles ont envoyé leur RIP, tout ça, et puis, bon, on s'est syndiqué. Et on s'est syndiqué, M. Lévy qui nous dit, vous regardez souvent, je vais vous appeler, si vous me voyez en dessous de l'hôtel, par la fenêtre avec un banderole, avec de la musique, tout ça, avec les drapeaux, mais vous arrêtez le travail. Voilà, donc, le jour arrive, le 19 juillet, à partir de 9h, on arrive, c'est comme si de rien n'était. On arrive, on prenait nos rapports, on a pris nos chariots, on les a mis dans le hall de l'hôtel, tout ça.
Et après, maintenant, on regarde. Effectivement, M. Claude Lévy, il est là avec la banderole, plus les drapeaux et la musique. Et maintenant, on va par étage pour dire aux femmes, bon, il est l'heure, on arrête tout. Et on descend. Donc, on a arrêté tout, on a laissé tous les potes, les draps, tout. Tout, comme ça. Comme On ça. a tout laissé là et puis, allez, chacun est descendu. Nous sommes descendus, on a retrouvé M. Lévy et tout l'hôtel était... C'est-à-dire, ils étaient étonnés parce qu'à quel moment on préparait ce cours-là. C'est ça. Donc, c'est quoi la réaction, justement? L'autre personnel, parce que vous avez fait ça entre femmes de chambre, mais par exemple, les cuisiniers ou les personnes qui étaient à l'accueil, ils n'étaient pas au courant de tout ça. Non, ils n'étaient pas quoi parce qu'eux, ils ne sont pas sous-traités. C'est ça le Donc, problème. Comment eux, ils réagissent à cette situation? D'autres, oui, d'autres, non. D'autres trouvent qu'on était gênant, d'autres trouvent que non, on dérangeait les clients. Et puis, dans ce truc, il n'y a pas de soutien comme ça total. Hein. C'est un peu compliqué, mais bon, on vit avec parce que si on veut regarder les jugements, on ne va pas aller chercher nos droits. Exactement. Si on veut regarder pour dire non, si tu fais ça, l'hôtel va perdre, non, les clients, non. Parce que c'est nous qui sommes exploités, maltraités et menacés de choses, de plein de trucs. Donc, on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Donc, vraiment, on a tenu dur. Bah oui, parce on a tenu dur. On a tenu dur. Comment on fait pour tenir 22 mois? C'est super long. De se dire, on va réussir à aller jusqu'au bout. Forcément, il y a des personnes qui ont quitté le bateau, comme on en parlait tout à l'heure. Il y avait, donc, vous avez commencé à 34, vous avez terminé à une vingtaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a la CGT Propriété qui est venue sur le piquet des grèves. Ils sont venus à 25 ou 30, je crois, avec le sifflet, tout ça, pour dire, oui, ils sont tous aussi de la CGT, pour venir, c'est-à-dire casser notre grève. Donc, sur le lieu, ils ont commencé à appeler des femmes sur le piquet des grèves pour leur dire, vous savez, la CGT-HPE ne peut rien faire pour vous, vous allez rester là, ils ne pourront rien vous donner, il faut venir aller reprendre le travail. Et sur les 34, ils ont réussi à prendre 10, le même jour. Ils ont réussi à prendre le même jour. Il y en a 10 qui sont partis. Il y en a 10 qui sont partis. Il est resté 24. C'était au bout de combien de temps de grève? Non, on a... Le jour non. Le jour même? Je pense que 3 mois après, je crois. 3 mois après. 3 mois ou 2 mois, si j'ai une bonne mémoire. Mais oui. Voilà, 3 mois ou 2 mois, si j'ai une bonne mémoire. Ils ont pris 10 femmes. Et on est resté 24. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ne pouvaient plus venir sur le piquet des grèves, ils ont cherché les numéros des maris de ces femmes-là. Mais jusqu'aujourd'hui, je me pose la question, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces numéros-là, des numéros de téléphone? Ils ont tout. Voilà. Donc, ils ont pris le numéro et ils ont commencé à appeler les maris de certaines femmes pour leur dire, dites à vos femmes de ne pas venir sur le piquet des grèves, sinon on va les licencier ou bien ils ne seront pas payés. Et ces femmes, elles ont écouté les maris et il y a 4 femmes qui sont sorties. Donc, nous sommes restés 20. Et ils ont su que ces 20-là, on ne peut plus rien faire avec elles. C'était les 20 les plus déterminés. Voilà, c'était les 20 les plus déterminés. Mais comment on fait justement aussi quand on est en grève? C'est-à-dire que là, le salaire, il diminue. Ouais. Donc, en fait, il y a aussi toute cette précarité qui vient avec le fait d'entrer en grève. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer, en fait, ce qui se passe quand on décide d'être en grève, entre guillemets, dans notre vie personnelle? Parce qu'on se lève quand même pour faire la grève. On est moins payé. Enfin, comment vous gérez tout ça aussi? Mais on a eu la chance d'avoir un bon syndicat, parce que le syndicat qu'on avait tous les mois nous donnait un chèque. D'accord. Par rapport à notre contrat. D'accord. Voilà, donc si tu as 35 heures, il te donne 1 000 euros. Okay. Donc, il faisait de 700 à 1 000 euros. C'est ce qu'on prenait pour tenir aussi. Okay. Et on partait souvent... À l'époque, il y avait la réforme de retraite. On partait avec nos caisses de greffe. On prenait un carton, on fabriquait des caisses de greffe. On partait. Et souvent, quand on arrive, on dit, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, ça fait 1 an, nous sommes en grève. Et si la RATP est en grève, quand on tombe sur la RATP, ils vont dire, quoi, 1 an? Bon, d'accord, tenez nos caisses de greffe. Donc, on a fini vraiment cette grève-là avec, franchement, beaucoup de soutien. Et on a eu beaucoup d'argent, il faut dire. Voilà. Donc, c'est avec ça quand même qu'on a pu tenir. C'est bien. C'est avec ça. Maintenant, ce qui fait... C'est vrai qu'il y a l'argent, mais il y avait la solidarité entre nous. Entre les 20, là, il y a eu la solidarité et on était beaucoup unis. Et ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de différences. Il y a des choses qui n'allaient pas souvent parce que ça arrive. On se prenait souvent avec des prises de tête. Et qu'est-ce que j'avais demandé à mon fils de faire? De créer un groupe WhatsApp. Okay. Donc, on était sur le groupe WhatsApp et on se communiquait dessus. On était vraiment, vraiment solidaires. Et c'est ça qu'on a pu tenir jusqu'en les 22 mois. Sinon, peut-être que nous, les 20, peut-être qu'il y a d'autres qui allaient partir. Voilà. Ouais. Donc, c'est la solidarité. Enfin, on était vraiment complices aussi. Et ce qui a fait la puissance de cette lutte-là, c'est-à-dire on est devenus comme une famille.
On était devenus comme des frères et des sœurs. Vous êtes encore en contact aujourd'hui? Oui, toujours. On a notre groupe WhatsApp, toujours. On se communique. Le même groupe, toujours. Le même groupe, toujours. On se communique dessus. Souvent, je vais là-bas, on se voit, tout ça. Donc, on est devenus comme des frères et des sœurs. Franchement, cette grève-là nous a rendus tellement proches et ça fait qu'on a pu tenir, en fait. C'est ce qui a fait cette force-là. C'est pour ça que la grève a arrivé jusqu'à terme. Hein. Et du coup, à quel moment ça s'est arrêté et est-ce que vous avez réussi à avoir exactement ce que vous vouliez? Mais on a réussi à avoir même beaucoup de choses. Je peux dire, pourquoi? Parce que c'est les actions qu'on faisait. Vous savez, quand on partait dans un hôtel, on pouvait aller à l'hôtel Mercure, un grand hôtel, hein, je peux dire de 4 ou 5 étoiles. On rentre, on prend dans les métros, il y avait des journaux, on coupe, on fait comme des confitis, on découpe comme ça en morceaux, en petits bouts, comme si on partait à un mariage. On mettait dans nos caddies. Quand on rentrait dans l'eau de l'hôtel, mais on versait partout, même dans les verres des clients, dans les buffets, on versait partout. C'était notre colère. Et là, quand le groupe a vu ça, ils ont dit non, mais ces femmes, elles sont déterminées. Si on ne fait pas quelque chose, mais on pense qu'elles ne vont pas lâcher. Et nous, on leur disait que même jusqu'aux Jeux Olympiques, on ne vous lâchera pas tant qu'il n'y a pas de négociations sérieuses. Donc, c'est comme ça on a essayé de faire des actions. Et la dernière action qu'on avait fait, on était allé à la Tour Eiffel. Je me rappelle, Mercure de la Tour Eiffel, on a été, où on a fait un truc de waouh! Quand on a fait ça, ils se sont dit non. Il y a l'avocat qui a appelé M. Lévy pour dire ah non, finalement, on va négocier. Ah bon? Et là, on est sortis, on était contents. Et on a été, franchement, ils nous ont tout donné. On a eu quand même 99% de toute notre revendication, magnifique, sauf l'internalisation, parce qu'on était en période de Covid. Mais quand même, on a eu de 250 à 500 euros d'augmentation de salaire. On a vraiment, ils nous ont tout donné. Et même avec nous dit, retirez vos plaintes, parce qu'on avait porté plainte au prud'homme. Donc, à négocier pour dire, si vous pouvez retirer vos plaintes au prud'homme, bon, on est tombé d'accord. Et derrière, ils nous ont donné 50 000 euros à se départager entre nous. Donc, ça a été tellement magnifique. Et il y a même eu un film, d'ailleurs, par rapport à ça. Est-ce que le film, il est bien représentatif ou pas? Oui, parce que les petites mains, parce qu'on a fait avec le réalisateur Nessim, mais il y a d'autres luttes aussi. Il n'y avait pas que nous, notre lutte, il avait pris aussi d'autres luttes d'autres hôtels. Voilà, donc ça nous représente. Là, par exemple, dans le film, moi, je vois il y avait des canards. Dans la baignoire avec des canards. Mais nous, c'était des chiens. Ah oui. Oui, nous, le client, il peut venir avec un chien. Et le chien fait ses crocs en dessous du lit. Et souvent, le client, il part comme ça nous dénettoyer. Mais dans les hôtels, vous voyez comme ça, il y a une souffrance dans les hôtels. Et vous avez des primes lorsqu'il y a des choses comme ça? Qui va nous donner des primes? Déjà, on nous paye moins. Est-ce qu'il va nous donner? Moi, je sais pas, je demande comme on sait jamais. Mais on ne va pas nous donner des primes. Même déjà, même pour avoir le 13e mois, il faut faire une grève. C'est ça. Pour avoir le 13e mois. Voilà. Parce que l'hôtel va réclamer, par exemple, si jamais il y a une caution, l'hôtel va prendre la caution du client, mais vous n'allez pas récupérer la caution alors que c'est vous qui allez nettoyer. Donc, c'est pas normal. Il y a beaucoup d'injustices. Je ne sais pas si c'est parce que c'est des femmes ou des hommes issus de l'immigration. Je ne sais pas. Parce qu'il faut dire, parce que je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais bon, moi, je pense que dans ce genre de situation, dans des travails exploités, moi, je pense qu'il faut que les gens soient beaucoup complices pour lutter contre ça. Parce que pour lutter contre ça, c'est pour se battre. Parce que quand tu te bats contre ça, ça change. Aujourd'hui, à l'hôtel Ibis Les Batignolles, les femmes, elles sont beaucoup mieux payées. C'est-à-dire, il y a d'autres même qui me disent... Moi, quand une collègue, quand Sylvie m'appelle pour me dire, tu sais qu'il y a telle fille qui a eu 2500, j'ai dit, quoi? C'est bien, ça fait plaisir. Quoi? 2500? Oui, parce qu'elle travaille 1800, 2500. Mais même si on n'avait pas fait la grève, même dans mes rêves, à l'hôtel, tu vas avoir 2500 euros. Mais attends, ça ne va jamais arriver dans un hôtel. Maintenant, là où vous voyez où les femmes sont payées, dans la sous-traitance où les femmes sont payées à 1800, 2000 euros, c'est que minimum, il y a eu la grève. C'est ça. C'est qu'il y a eu la grève. Mais comme ça, l'employeur va décider comme ça pour dire, dans mon hôtel aujourd'hui, les femmes qui font 50 chambres, 40 chambres, je décide de les payer 2000 euros, 1800 euros. Ah ça, peut-être que c'est la gouvernance générale, mais pas les femmes de chambre. Et comment on passe maintenant donc de femmes de chambre à femmes politiques? De femmes de chambre à femmes politiques. Mais pendant notre grève, je voyais les députés de la France Insoumise qui venaient nous soutenir. Donc, je me suis dit... donc, c'est-à-dire ce qui nous arrive là, c'est politique. Alors. Parce que si les politiques s'intéressent et que les politiques viennent parler de notre grève, c'est que ce qui nous arrive est politique.
Donc, bon, moi, je me disais avec Sylvie, mais après notre grève, c'est mieux qu'on va s'adhérer à la France Insoumise parce que c'est un parti qui est proche des salariés qui luttent, qui sont toujours sur le terrain avec eux. Et nous, après notre victoire, moi, je suis allée en vacances un peu pour me reposer. Et c'est là-bas, ça tombe où il y avait... Le jour arrive où c'était la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est comme ça, Éric Coquerel, il rentre en contact avec moi pour me demander si je pouvais prendre la parole ce jour-là. Je me rappelle, c'était à la place de la République pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et tout de suite, moi, j'ai accepté parce que puisque je voulais m'adhérer à la France Insoumise. Donc, ce jour arrive, je prends la parole. Et après, malheureusement, il ne gagne pas les élections. Et arrivent maintenant les législatives. Donc, c'est comme ça. Après, on me propose d'être candidate pour les législatives. Moi, j'ai dit, quoi? Non, d'abord, ils m'ont dit, est-ce que tu peux être chef de file pour les législatives? J'ai dit, je ne connais pas. C'est quoi chef de file? Non, mais tu vas être député. J'ai dit, quoi? Moi, député, pourquoi vous dites ça? Est-ce que je peux? Parce que quand je vois quand même un peu à la télévision, les cravates, les trucs, c'est un peu compliqué. Une femme de chambre d'être Au final, c'est qu'un habit. Hein. Nous-mêmes, voilà. On est en tailleur, on s'est juste habillé. Finalement, c'est que... Voilà. Tout le monde peut. Donc, tout le monde peut. Ah oui, mais tu peux parce qu'avec la lutte que vous avez mêlée, on sait que tu peux nous représenter. C'est vous qui avez... souhaiter faire partie de cette image politique et maintenant d'être là et d'impacter, ou est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher et dans ce cas-là, est-ce que vous n'avez pas peur aussi qu'ils utilisent votre image pour avancer? Mais moi, c'est eux qui sont venus me chercher et utiliser mon image pour avancer. Moi, je dirais plutôt non, parce qu'au contraire, ça a mis les métiers invisibles à la lumière. Parce que en venant me chercher, ça visibilisait tous ces métiers qu'on ne voyait pas. Tous ces métiers que même on n'en parlait pas du tout. Parce que quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, mais ces métiers-là, c'est-à-dire, j'étais invitée un peu partout et les gens parlaient de ça jusqu'à ce qu'on tourne un film. Donc, au contraire, je leur dis merci d'avoir visibilisé tous ces métiers-là. Donc, utiliser mon image, je ne pense pas. Parce qu'ils sont toujours là, près de moi. Et là même, ils m'ont mis encore pour être candidate pour les municipales. Donc, je pense que je leur dirais plutôt merci de continuer de visibiliser ces métiers-là. Et comment vous vous sentez actuellement en tant que femme? Là, vraiment, Rachel, on enlève la politique, on enlève tout ça. Vous, Rachel Keke, comment elle se sent là tout de suite? Mais moi, je me sens très heureuse et très épanouie. Une maman de 5 enfants. Et puis, je peux dire, Rachel, que si c'est une mère de tous les enfants. Voilà. Là, quand ils sont arrivés, ils disent, ce sont mes filles. Voilà. Moi, c'est comme ça. Maman, Rachel. Tata, Rachel. Pour tous les jeunes, Tata, Rachel, pour tout le monde. Et voilà. Donc, j'aime dire aux jeunes, prenez l'exemple. Tout est possible. Parce que les jeunes, ils ont beaucoup abaissé de croire que la vie est possible. Mais moi, je leur dis que oui, la vie est possible si on se bat. C'est ça, parce que là, en ce moment, il se passe tellement de choses politiquement et dans le monde entier, de toute façon. Et il y a beaucoup de jeunes qui perdent espoir, en fait, en l'avenir. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais moi, ce que je peux dire aux jeunes, moi, je dis aux jeunes, déjà, ils ont la chance d'avoir leurs parents. Il y a d'autres qui ont leurs parents, d'autres qui n'ont pas leurs parents. La vie est dure. Et la vie, comme je dis, quand tu n'es pas un enfant, quand tu n'es pas un parent qui a les moyens, la vie devient encore plus compliqué de jour en jour. Quand je réfléchis que je vois des jeunes qui n'ont pas d'alternance, qui n'ont pas de stage, qui sont à la maison, qui ne sortent pas, qui dorment, c'est-à-dire moralement, ils n'en peuvent plus. Et jusqu'à ce que même, il y a des jeunes même qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus de la vie. Mais moi, je pense que le suicide, c'est une erreur. Dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre. Ça n'a pas été facile. Moi, je leur ai dit, regardez, nous, à l'hôtel, on était exploités. Nous, à l'hôtel, c'est pas parce que aujourd'hui, vous voyez vos mamans qui vont travailler, c'est pas du beurre, c'est dur. On se bat parce qu'on se dit que vous êtes là, on se bat. Mais vous êtes jeunes. Si vos mamans se battent pour pouvoir vous nourrir, pour pouvoir vous accompagner, mais pour vous étant jeunes, pourquoi vous découragez, pourquoi vous ne croyez plus en rien du tout, c'est-à-dire vous dites que non, pour moi, la vie s'arrête. Non, la vie ne s'arrête pas comme ça. Dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre, il faut prendre la vie, c'est-à-dire, si tu n'es pas l'enfant de Bernard Arnault, tu es obligé de te battre. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de te battre. Et quand tu te bats, tu te retrouves. Quand tu te bats, tu te retrouves. Et moi, j'ai dit aux jeunes, il faut beaucoup écouter. Les jeunes, ils ont tendance de savoir tout. Non. Il faut beaucoup écouter
Et les parents surtout, et les amis qui donnent aussi des conseils, parce que les conseils aussi peuvent venir aussi des amis. Ce n'est pas forcément mauvais. Voilà. Et puis, être complice entre eux. Ne pas toujours dire on ne croit plus en rien, c'est sûr. Moi, j'ai de la peine quand les jeunes se suicident parce que rien ne va. Voilà. Et puis, j'ai de la peine quand les mamans sont beaucoup inquiètes de voir leurs enfants qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, moi, je pense qu'ensemble, on peut trouver des solutions. Et c'est quoi une France parfaite pour vous? Mais une France parfaite, c'est faire de la bonne politique pour les gens les plus démunis. Moi, je pense que c'est ça une France parfaite. Pas que faire de la politique pour les riches et puis écraser les plus pauvres. Non. Moi, je pense qu'une France parfaite, tout le monde doit être égaux. Tout le monde doit avoir les mêmes choses. Même on n'a pas dit, voilà, on n'a pas dit de prendre un bâton magique pour faire comme ça, mais le minimum, on peut donner aux gens. Le minimum. Donc du coup, quel serait le dernier mot? Le dernier mot pour ce podcast, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de cet échange, retiennent de vous? Mais moi, je pense plutôt qu'il faut retenir la solidarité et la lutte ensemble et l'union qui fait la force. Parce que quand on n'est pas solidaire, on n'est pas unis, rien ne va. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Rachel, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas donc de vous abonner partout, sur YouTube, Instagram, TikTok. Merci beaucoup de nous suivre parce que du coup, là, c'est le premier épisode et il va en avoir encore plein. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.